extraordinaire. L'opportunité de voir mes étudiants en action. L'occasion pour rencontrer tous les gens que j'aime en foresterie. Le CEF, c'était vraiment exceptionnel. Notre prochain conférencier est Fabio Gennaretti, professeur à l'UQAT et nouveau membre régulier au CEF. Et toujours avec ma question d'intérêt sur une réalisation personnelle, Fabio a laissé place à l'interprétation et tout ce qu'il m'a dit, c'est les abeilles. Donc, je vous laisse deviner s'il aime les insectes, s'il aime produire du miel. Vous lui demanderez quand vous le croiserez. Donc, je laisse la parole à Fabio qui va nous parler d'un laboratoire qui fusionne dendroécologie et écophysiologie pour prédire la croissance de nos forêts. Alors, merci. Je suis Fabio Gennaretti, je suis à l'UQAT depuis 2020, mais je n'avais pas eu l'occasion de présenter mon laboratoire avant aujourd'hui. Donc, quand ils m'ont demandé si je voulais présenter, j'étais vraiment très content. Qu'est-ce qu'on fait? Et pour la question d'Audrey, effectivement j'ai des ruches. C'était ça, j'ai vraiment des ruches. Et je produis du miel. Et apparemment, la BTB est le paradis du miel et des abeilles, qui est un peu différent par rapport à ce qu'on entend ailleurs. Donc, j'ai structuré ma présentation comme ça. D'abord, je vais présenter très brièvement qu'est-ce qu'on fait dans notre laboratoire. Et ensuite, moi, je suis une personne très focusée sur des petites choses, malheureusement. Et j'ai décidé de présenter en détail les projets d'une maîtrise qui a terminé récemment et pour lesquels on a des nouveaux résultats intéressants. Et donc, on va parler de ces projets en maîtrise plus en détail. Donc, moi, j'ai un passé d'endoclimatologue. On a vraiment beaucoup travaillé dans la reconstitution du climat. Mais actuellement, j'ai changé un petit peu mes champs disciplinaires. Je fais beaucoup encore de la dendroclimatologie, j'adore ça, avec des vieux arbres, des arbres subfossiles. Mais actuellement, on travaille avec beaucoup de données différentes qui nous renseignent sur l'état de nos forêts. Et ce sont souvent des données à haute résolution temporelle ou spatiale. On travaille beaucoup avec des capteurs comme des dendromètres, des flux de sève qui enregistrent l'état des arbres en temps réel. On travaille avec des drones, de l'imagerie thermique, par exemple. Et on travaille aussi avec la dendrogéochimie. On s'intéresse au niveau des métaux dans les cernes de croissance des arbres. On s'intéresse aussi aux isotopes. Et on fait beaucoup aussi dans mon laboratoire de la dendroanatomie. Donc, on s'intéresse aux traits fonctionnels, aux traits anatomiques des cellules de bois. Donc, l'idée, c'est que ces données nous aident à interpréter le fonctionnement hydrique et carboné des arbres. Et c'est un fonctionnement qui varie, qui change. Et donc, ça nous permet aussi de renseigner comment plusieurs facteurs, comme la pollution, par exemple. Notre région, l'Abitibi, malheureusement, a des cas assez flagrants de pollution. Comment la pollution impacte la croissance des arbres, comment on peut retracer la pollution grâce aux arbres. On peut aussi toujours étudier les liens entre climat, météorologie et croissance des arbres, mais on s'intéresse aussi par rapport au voisinage, au mélange d'essences dans les peuplements, comment les mélanges atténuent la vulnérabilité de nos forêts. Et c'est quoi les interactions entre mélange, climat et sol, par exemple. Et tout cela nous permet de donner des interprétations, des informations pertinentes à nos partenaires, au moins on l'espère.
Donc, on travaille à des échelles spatiales différentes. On travaille vraiment à des fines échelles spatiales comme la cellule, les tissus, le bois. Et dans ces travaux, on s'intéresse par exemple à la formation du bois, la xylogénèse. On travaille avec nos collègues à l'UQAC, par exemple. On travaille aussi au déficit en eau des arbres durant des épisodes de sécheresse. Pour ce faire, on utilise justement les dendromètres, on en parlait tout à l'heure. On s'intéresse au fonctionnement hydraulique de certains arbres remarquables. Aujourd'hui, on va parler en détail sur ces aspects, donc je laisse ça par la suite. Pour ce qui concerne l'échelle de l'arbre, de l'individu, souvent on utilise des traceurs biogéochimiques comme les isotopes de l'eau, du carbone et de l'azote. On s'intéresse par exemple à retracer les mouvements d'eau dans les systèmes. Et à l'échelle du site, tout à l'heure vous avez la présentation dans la section de télédétection de Marc-André qui travaille sur l'imagerie thermique par drone. On a des résultats très intéressants. On s'intéresse aussi à la qualité du bois des érablières. Il y a des érablières nordiques qui sont affectées malheureusement par la coloration des cœurs. Et on veut comprendre c'est où qu'on retrace cette coloration des cœurs à l'échelle spatiale au Québec. Et pour ce qui concerne la région, je l'ai dit tout à l'heure qu'on travaille beaucoup avec la fonderie Horn pour retracer spatialement l'impact de la fonderie pour ce qui concerne les émissions de métaux lourds, mais aussi comment l'acidification liée aux émissions de la fonderie impacte le fonctionnement des arbres. Et avec Maxence, vous avez écouté sa présentation hier, ici. On fait beaucoup de modélisation pour comprendre si les espèces tempérées peuvent coloniser les écosystèmes boréaux, à quelle vitesse, comment cela va se passer. Et ensuite, mon domaine de provenance avec Samuel. C'est un mini dégât parce qu'il pouvait être beaucoup plus si les verres tombaient. Mais donc, mon domaine de provenance, c'est la reconstitution du climat. Et on a vraiment des résultats super intéressants pour la dendroanatomie, comment la dendroanatomie peut être appliquée pour la reconstitution du climat. Donc aujourd'hui, je vous ai dit qu'on parlera d'un cadre spécifique. On va s'intéresser au fonctionnement hydraulique de certains arbres remarquables, donc les cèdres du lac du Parquet. C'est le projet de Manon, qui n'était pas ici à la conférence, va terminer sa maîtrise bientôt. Et donc j'ai décidé de vous présenter plus en détail ce projet. Donc c'est un projet dans lequel on a co-encadré Manon avec Yves Bergeron, mais on a eu beaucoup d'aide sur le terrain et pour la logistique. Et donc on remercie toutes les personnes qui ont collaboré à ce projet. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Abitibi, sur le lac du Parquet, tout proche de notre forêt d'enseignement, on a des escarpements rocheux en bordure de lac. Et sous ces escarpements rocheux, on retrouve les plus vieux arbres de la forêt boréale. Ce sont des cèdres, des Thuya occidentalis. En Abitibi, en général, les cèdres, c'est un arbre de fin de succession, mais il n'aime pas trop les perturbations comme les feux. Donc, il faut vraiment des endroits un peu protégés. Et on a aussi un arbre qui dépasse les 1000 ans, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est pour cette raison qu'a été créée la réserve écologique des vieux arbres. Et c'est surtout vraiment sur les îles ou au bord du lac du Parquet qu'on retrouve les plus vieux arbres sur des escarpements rocheux. Donc, moi, comme dendroclimatologue, mais aussi comme biologiste, la longévité des arbres, c'est quelque chose qui me passionne particulièrement. Il y a beaucoup de débats sur la mortalité des arbres, c'est quoi qui cause la mortalité, c'est où qu'on retrouve les arbres les plus longévifs. C'est clair qu'il y a une partie de génétique, c'est souvent certaines familles qui ont les espèces et les arbres les plus longévifs, mais ces familles-là sont associées à des traits fonctionnels qui les permettent justement de persister, de vivre et
et donc de survivre pendant des siècles, voire des millénaires, comme une densité de bois plus élevée, par exemple. Et aussi d'un point de vue biogéographique, on retrouve spatialement ces vieux arbres dans certains sites, souvent des sites très pauvres, étonnamment, très pauvres en ressources, très secs, où la décomposition du bois se fait plus lentement. Donc l'idée du projet, c'était vraiment d'étudier ces liens étroits entre la longévité des arbres, la longévité des cèdres du lac du Parquet, leur environnement spécifique et les traits fonctionnels de ces arbres. Donc, on dérive beaucoup de traits fonctionnels à partir de la dendroanatomie. Donc, on peut s'intéresser aux cellules, aux trachéides de bois. Et on peut, par exemple, mesurer la largeur de la paroi, la largeur du lumen, et voir dériver de ces mesures des informations fonctionnelles sur comment le système hydraulique de ces arbres fonctionne. Donc, par exemple, on sait qu'une trachéide qui a un lumen plus grand et une paroi plus étroite a sûrement une efficacité hydraulique accrue, mais en même temps, l'investissement en carbone est mineur, mais sa sécurité hydraulique n'est pas si bonne qu'une cellule avec une paroi cellulaire plus épaisse, par exemple. Donc, les problématiques qu'on s'est posées avec ce projet, c'était de comprendre quels traits fonctionnels spécifiques avaient les cèdres remarquables du lac du Parquet pour leur permettre de vivre aussi longtemps. Et l'hypothèse de base, c'était que les cèdres les plus vieux au lac du Parquet avaient développé des ajustements hydrauliques qui leur permettaient de survivre pendant des siècles sous les escarpements rocheux, en bordure des îles et en bordure du lac. Donc, pour cette étude, on s'est focusé sur une petite île du lac du Parquet. Le lac du Parquet a plus que 100 îles, donc c'est vraiment un environnement assez exceptionnel, très beau, vraiment magnifique. Et sur cette île, on a échantillonné toute la première ligne d'arbres en face au lac, parce que c'est effectivement dans ces environnements qu'on retrouve les arbres les plus vieux. Et on a donc échantillonner une différence d'environnement. Certains de ces cèdres poussaient sur des plages de gravier et d'autres poussaient sur des falaises, des petits escarpements rocheux. Donc, on a utilisé des techniques classiques en dendroécologie et des techniques classiques en dendroanatomie. Et l'idée, c'est qu'on est arrivé à mesurer les traits anatomiques de toutes les fils radiales complètes sur un cerne. Et toutes nos mesures par la suite ont été effectuées sur les cellules des fils radiales complètes dans un cerne. Donc, dans ces tableaux, vous voyez des traits qu'on a utilisés pour cette étude. Les traits en rouge dérivent directement de la dendroanatomie. D'autres traits ont été nécessaires pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, par exemple, on a étudié la largeur du cerne, l'épaisseur de la paroi des cellules, le diamètre radial du lumen, mais aussi on a utilisé, par exemple, les potentiels hydriques de ces arbres pour comprendre les niveaux de stress hydrique. Et on a aussi mesuré la largeur de l'aubier pour comprendre un petit peu le fonctionnement, l'efficacité hydraulique, mais aussi on a mesuré, grâce à la dendroanatomie, la conductivité hydraulique des cernes. Et on a aussi une mesure d'investissement en carbone, une mesure qui est inversement liée à l'investissement en carbone, qui est une mesure qui nous indique sur l'efficacité hydraulique des cernes par rapport à l'investissement en carbone qui est mesuré comme la surface de toutes les parois d'une cerne. Donc, si on passe au résultat, on a utilisé des modèles différents. Les premiers modèles est vraiment très simple. Et on voulait savoir est-ce que les traits étaient différents en fonction du substrat où les cèdres vivaient. Et le deuxième modèle, ça nous permet de voir s'il y avait des changements durant l'ontogénèse liés à l'âge qui étaient différents en fonction du substrat. Dans ce deuxième modèle, on a contrôlé par la hauteur de l'arbre parce qu'on sait que la hauteur de l'arbre est liée au changement des traits anatomiques. Donc, le premier résultat,
qu'on vous montre ici, c'est qu'il n'y a pas de relation entre la hauteur des arbres et l'âge, la hauteur des arbres et les substrats, mais par contre, il y a une forte corrélation entre l'environnement et l'âge de ces arbres. Donc, par exemple, on voit que des cèdres qui ont plus de 300 ans sont actuellement seulement sur les caps des roches, mais jamais sur des plages de gravier. Donc, on a vu qu'il y a une association entre âge et substrat. Ensuite, on a voulu étudier est-ce que le substrat est lié à un stress physiologique. Et effectivement, c'est le cas. Parce que dans une journée d'été, le potentiel hydrique à midi est toujours plus bas sur roche par rapport à la plage en gravier. Donc, ça veut dire que les cèdres sur roche travaillent avec un stress hydrique plus élevé. Donc, une fois qu'on a vu qu'il y a un stress physiologique qui se fait, on s'est intéressé, mais est-ce qu'il y a des acclimatations hydrauliques qui les permettent de travailler avec ce stress hydrique plus élevé? Et effectivement, c'est qu'est-ce qu'on a pu retrouver avec la dendroanatomie. Parce que vous voyez, par exemple, la largeur du lumen des cellules augmente avec l'âge, mais augmente beaucoup plus rapidement sur les plages de gravier que sur la roche. Et par exemple, la conductivité hydraulique est beaucoup plus faible sur roche que sur les plages de gravier. Au même niveau, la largeur de l'aubier est toujours plus étroite sur roche et avec l'âge par rapport aux plages de gravier. Donc ensuite, ces acclimations hydrauliques vont au même niveau avec un ajustement de la morphologie extérieure de l'arbre. Donc on voit que ces acclimatations hydrauliques sont liées aussi à une réduction constante de l'aubier de ces arbres. Donc un feuillage qui est beaucoup plus clairsemé dans les cèdres les plus vieux. Et on a aussi cette réduction de la surface foliaire qui est associée à une réduction de la croissance. Donc les cernes de croissance sont systématiquement plus étroites pour les cèdres les plus vieux. Et en même temps, ces traits fonctionnels qu'on discutait tout à l'heure sur l'efficacité hydraulique par investissement en carbone augmentent avec l'âge, mais augmentent plus rapidement sur les plages en gravier que sur nos sites à roche. Et on arrive avec l'âge à des mêmes niveaux, mais la raison pour laquelle on arrive à ces niveaux est complètement différente. Sur gravier, c'est l'augmentation de la conductivité hydraulique qui mène l'augmentation de ces traits. Et par contre, sur roche, c'est la diminution de la surface des parois cellulaires. Donc ça veut dire qu'il commence à manquer de ressources malgré tout avec l'âge. Donc je vous laisse les conclusions ici. Je pense que j'ai dépassé un petit peu mon temps. Je peux continuer Non. Live slow, die hold. Merci Fabio. On n'aura pas le temps pour des questions sur la présentation de Fabio, mais je vous invite à aller le voir à la pause.